Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode Grèce antique, monde hellénistique. Alors nous allons nous intéresser à la famille d'Alexandre le Grand et leur rapport avec les Diadoques, bien sûr après la mort d'Alexandre le Grand en 323. Donc à sa mort, les membres de sa famille ont rapidement été impliqués dans des luttes de pouvoir qui ont suivi dès la mort d'Alexandre le Grand et qui ont eu souvent des conséquences tragiques. Nous allons donc nous intéresser à l'ensemble de sa famille, que ce soit de sa mère, ses frères et sœurs et ses enfants. Et je commencerai par le portrait des femmes de sa famille qui ont eu des rôles et des destinées un peu inattendus au regard du rôle de la femme dans la Grèce antique. Nous allons donc nous attarder sur le rôle de sa mère, Olympias, et de ses sœurs, qui sont vraiment... Commençons donc par la mère d'Alexandre le Grand, Olympias. Alors c'est un personnage compliqué, controversé, du fait du rôle qu'elle ait pu jouer et puis les intrigues qu'elle a pu mener. Alors Olympias est née vers 375. Son nom de naissance n'était pas Olympias, mais Polyxéna. Elle a vécu dans le royaume d'Épire, donc à l'ouest du royaume de Macédoine, et elle était la fille du roi Néoptolème Ier, qui était donc le roi des Molos, une tribu épirote. Au cours de sa jeunesse, elle a pratiqué les arts religieux, divinatoires, et elle avait pris le nom de Myrtale. Le mariage d'Olympias est organisé par son père Néoptolème et Philippe II de Macédoine. Un mariage purement stratégique entre les deux royaumes pour s'assurer une paix et que Philippe n'étende pas non plus son influence jusqu'en Épire. Donc le mariage a lieu en 357 et c'est là qu'elle a le nom de Olympias parce que Philippe II avait participé aux Jeux Olympiques et donc Olympique a donné le mot Olympias pour donc célébrer la victoire de son royal époux. Un an après le mariage, en 356, c'est la naissance d'Alexandre le Grand. Et un an encore après, de sa petite sœur Cléopâtre de Macédoine. La vie à la cour de Macédoine n'est pas un long fleuve tranquille pour Olympias, qui est la 4e épouse de Philippe, donc il y a des rivalités entre les différentes épouses entre elles. Très rapidement, Olympias va refuser le lit à son mari royal, Philippe. La légende raconte qu'elle dormait avec des serpents, ce qui avait pour effet d'effrayer son mari, ou du moins de le repousser, ce qu'on peut très bien comprendre. Donc entre Olympias et Philippe, c'est vraiment un mariage pas très heureux. Et les querelles sont nombreuses. La querelle la plus célèbre, c'est celle que je vous ai déjà relatée, au mariage de Philippe avec sa 7e épouse, Cléopâtre, où Attale avait affirmé que les enfants qui naîtraient de ce mariage seraient de réels descendants et héritiers de sang pur macédonien. Donc la colère entre Philippe et Alexandre avait débuté et il exile Alexandre et sa mère aussi avec. Et il se réfugie chez Alexandre Ier d'Épire, le frère de Olympias. Olympias joue un rôle majeur dans l'éducation et la formation d'Alexandre. Elle lui inculque en lui la grandeur, la destinée divine qu'il représente, puisque elle prétendait descendre d'Achille et donc de la déesse Thétis. Et elle lui racontait aussi à loisir qu'il était l'enfant de Zeus et non pas de Philippe II de Macédoine. Donc ça joue un rôle chez Alexandre sur sa destinée et puis sur ce qu'il pense de lui-même assez conséquent. Après la mort de son mari, Philippe II de Macédoine, où certaines sources antiques laissent entendre qu'elle aurait participé à son assassinat en soudoyant Pausanias d'Orestis, celui qui a porté le coup fatal à Philippe.
Donc le rôle d'Olympias va prendre de l'ampleur sans son royal mari, puisque c'est son royal fils qui est devenu roi. Donc très vite après l'assassinat de Philippe, Olympias va assassiner Cléopâtre, la dernière épouse, la jeune épouse de son mari. Alors avant de la tuer, elle tue le bébé qui est né de cette union, une jeune petite fille, Europa. Elle l'égorge dans les bras de sa mère et force sa mère à se suicider par pendaison. C'est donc là le premier assassinat d'Olympias au sein même de sa famille. Pendant les conquêtes et les expéditions d'Alexandre le Grand, Olympias entretient une correspondance avec son fils qui lui relate ce qu'il se passe en Macédoine, les faits et gestes un petit peu des courtisans et de tout ce qui peut se passer à la cour de Macédoine et aussi dans les cités-États grecques soumises à la Macédoine. Donc pour autant, le lien n'est pas rompu entre la mère et le fils. C'est à la mort d'Alexandre le Grand que le rôle d'Olympias va prendre davantage d'ampleur. Elle va soutenir les prétentions au trône de son petit-fils Alexandre IV. Elle ne veut absolument pas que Philippe Aridée gouverne. Elle le considère comme un bâtard et aussi un déficient mental et épileptique. Donc elle n'en veut pas et elle veut vraiment la continuité en asseyant le jeune enfant Alexandre IV sur le trône de Macédoine. Elle considère aussi que le premier fils d'Alexandre le Grand, Héraclès, est un bâtard. Alors bien sûr, les ambitions d'Olympias ne sont pas les mêmes que celles des Diadoques, en particulier les ambitions de Cassandre. Alors l'année 317 va être vraiment l'année la plus cruciale pour Olympias. Elle va chercher par tous les moyens pour envahir et régner sur la Macédoine, chose qu'elle va réussir à faire. Elle rentre donc sur le territoire de Macédoine puisqu'elle a fait une alliance avec Polyperchon, ce qui la met directement en opposition avec Cassandre, d'autant plus qu'elle vient de faire assassiner son frère Nicanor. Olympias envahit donc la Macédoine, aidée de Polyperchon, et se rend sur la capitale, Péla. Elle fait prisonnier son beau-fils, Philippe III, Aridée, et son épouse, Eurydice, et elle fait massacrer les centaines de partisans qui le soutenaient. Son beau-fils, Philippe Aridée, ou Philippe III, donc lui sera transpercé de nombreuses flèches à la demande d'Olympias, et Eurydice sera poussée elle aussi au suicide, comme elle avait fait avec la dernière épouse de son mari, Cléopâtre. Elle la pousse au suicide en se pendant. Bon, à l'évidence, la compassion et l'amour familial, c'était pas son fort à Olympias. Cassandre ne va pas l'entendre de cette oreille. D'une, il ne va pas se laisser mater par une femme. Deux, il a la bénédiction des Macédoniens qui sont effarés devant le meurtre de Philippe Aridée et de son épouse et le fait que Olympias ait envahi son ancien propre royaume. Donc Cassandre va s'attirer la sympathie de la population macédonienne, ou du moins tout ce qui est dans l'entourage du palais. Et il va faire le siège de la cité-État Pydna dans laquelle se trouve Olympias, et très vite elle se retrouve isolée et sur le point de mourir de faim puisqu'il n'y a pas de ravitaillement possible. Donc Olympias, elle se rend à Cassandre en lui faisant promettre qu'il lui laisse la vie sauve. Donc là, vous le sentez le truc arriver ? Eh bien non, il ne lui laisse pas la vie sauve. Mais c'est quand même la mère d'Alexandre, c'est l'ancienne reine de Macédoine, donc il va pas se salir les mains, Cassandre. Il va la laisser à la vindicte des victimes qu'elle a faites, des centaines de partisans qui soutenaient Philippe Aridée. Et donc les parents des victimes la mettent à mort par lapidation. Donc fini de la mère d'Alexandre le Grand. Donc maintenant on va s'attarder sur un personnage assez haut en couleur aussi, donc la première née
de Philippe II de Macédoine avec Odata, une de ses épouses, la deuxième en l'occurrence. Donc cette fille s'appelle Sinané. Et c'est une femme étonnante, forte et qui peut en surprendre plus d'un. Donc Sinané, elle est née en 358, en pleine expansion du territoire et de l'empire de son père. Elle va recevoir une éducation de jeune princesse, donc lettrée, littéraire, en mathématiques et ainsi de suite, mais elle va aussi recevoir une éducation militaire, ce qui est assez rare pour les femmes à cette époque. Donc très vite, Sinané va se distinguer par son courage et ses compétences militaires. Elle participe à des campagnes militaires aux côtés de son père. Et plus tard, elle a même mené ses propres troupes. L'un de ses faits d'armes les plus notables est sa victoire contre les Illyriens, où elle aurait même tué la reine des Illyriens à ce moment-là. Donc elle a montré et démontré son habileté stratégique et son leadership sur les troupes. Alors Philippe II va la marier stratégiquement, parce que Philippe II s'est emparé du trône de Macédoine en écartant son neveu, Aminta IV. Donc une fois mariée, Sinané va donner naissance à une fille, Adéa, qui sera ensuite appelée Eurydice quand elle se mariera avec Philippe III Aridé. Bon, vous connaissez la fin qu'ils ont eue sous les coups d'Olympias, la mère d'Alexandre le Grand. Après la mort de son demi-frère Alexandre le Grand, en 323, Sinané elle a cherché à consolider sa position et celle de sa fille dans le royaume qui était en perpétuel tumulte que vous connaissez avec les Diadoques. Elle a pris des mesures pour marier sa fille, Adéa, à Philippe III Aridé, afin de renforcer leur pouvoir. Mais ça ne plaisait à personne. Les ambitions n'étaient pas les mêmes. Philippe Aridé, il avait un rôle assez fictif de roi, et ça convenait à tout le monde. Et celui à qui ce mariage déplaisait le plus fortement, c'était Perdiccas, qui avait des ambitions de prendre la suite d'Alexandre le Grand, et il ordonna donc son assassinat par son frère Alcétas. Mais Sinané, après sa mort, elle est souvent considérée comme une femme courageuse, avec son rôle exceptionnel en tant que femme guerrière, dans une période qui est dominée essentiellement, voire que par les hommes. Son courage, sa détermination ont laissé une marque durable dans l'histoire macédonienne. Et sa fille Adéa va poursuivre son héritage en jouant un rôle crucial dans les luttes de pouvoir qui ont suivi la mort d'Alexandre le Grand. Donc c'est une figure historique remarquable, non seulement en raison de ses exploits militaires, son leadership, comme je vous l'ai dit, mais aussi parce qu'elle a su naviguer dans un monde dominé par des hommes, en cherchant à sécuriser l'avenir de sa famille. Son histoire est un témoignage de la complexité et des défis du pouvoir dans l'Antiquité pour les femmes. À présent, on va s'intéresser au portrait de sa fille, Adéa Eurydice ou Eurydice II. Alors comme sa mère, elle aussi, elle est née dans une période tumultueuse. Alors là, c'est pas l'extension de la Macédoine, mais c'est les guerres des Diadoques. Donc Adéa, elle a été élevée avec une éducation stricte et influencée par les compétences militaires et le courage de sa mère. Donc c'est une fille à qui on ne la lui fait pas. Donc comme je vous l'ai dit, sa mère s'arrange pour qu'elle épouse Philippe III Aridé, le demi-frère d'Alexandre le Grand, en 323. Alors la faiblesse de son mari, Philippe III, va lui servir pour assumer un rôle actif dans les affaires politiques. Et elle ne va pas hésiter à chercher à s'allier avec divers généraux ou régents pour stabiliser son pouvoir et protéger ses intérêts. Mais elle va rentrer en conflit avec Olympias. Et le point culminant des conflits entre Olympias et Eurydice, lorsqu'Olympias cherche à reprendre le contrôle de la Macédoine et d'éliminer tous les rivaux. Donc Olympias, Polyperchon et le neveu d'Olympias et Acide arrivent donc au palais pour assiéger Troie et Eurydice. Mais comme je vous l'ai dit, Adéa Eurydice, elle a reçu une éducation militaire par sa mère. Donc à l'arrivée d'Olympias et de ses armées, à l'automne 317, Adéa va à sa rencontre avec ses propres troupes. Et un historien grec, Douris de Samos, va même qualifier
cette rencontre guerrière entre ces femmes, de première guerre entre femmes. Mais Olympias, aidé de Polyperchon et de son neveu Éacide, ont au fait de renverser Adéa qui n'a d'autre choix que de se replier dans le palais. Olympias capture le couple et les retient prisonniers en leur offrant, dans sa grande clémence, un repas par jour et encore assez médiocre. Les soldats ont pitié de ce couple, de Philippe III, qui est quand même le fils de Philippe II de Macédoine, le grand roi, et puis aussi demi-frère du grand roi Alexandre le Grand. Donc les troupes macédoniennes à la solde d'Olympias ont quand même pitié de ce pauvre couple et demandent à Olympias de faire preuve de clémence. Ce qu'elle va faire, en abrégeant les souffrances du couple. Philippe Aridé sera transpercé de flèches, et Eurydice va se pendre avec la propre ceinture de sa tunique. Nous allons maintenant nous intéresser à la petite sœur d'Alexandre, Cléopâtre de Macédoine, qui est donc elle aussi fille d'Olympias. Elle est née en 355 et elle aussi, elle naît à une période marquée par les ambitions expansionnistes de son père Philippe II. Elle est élevée à la cour macédonienne, elle grandit dans un environnement politique et militaire assez intense, et elle est aussi entourée par les intrigues de la cour et surtout les intrigues de sa mère et les campagnes militaires de son père. Elle s'entend très très bien avec son frère Alexandre le Grand. On n'a pas de trace de savoir si elle s'entendait aussi avec ses demi-frères et sœurs. Et en tout cas, avec Alexandre, c'est vraiment un amour fraternel et basé sur la complicité, le respect. Enfin, c'est vraiment un frère et sœur qui s'entendent très très bien. Et elle aussi, pendant les campagnes de son frère, elle va correspondre avec lui en lui racontant un petit peu sa vie, parce qu'elle ne vit plus en Macédoine, elle vit en Épire, dans l'ancien royaume de sa mère, puisque sa mère l'a mariée, enfin sa mère et son père l'ont mariée à Alexandre Ier d'Épire, le jour funeste qui a vu la mort de son père le propre jour de son mariage. Cléopâtre est reine d'Épire aux côtés de son époux Alexandre Ier d'Épire, donc ils sont rois et reines des Molos. Alors il ne faut pas oublier que Alexandre Ier d'Épire est le frère de sa mère, donc elle est mariée avec son oncle maternel. Donc un an après le mariage, naît leur premier fils, Néoptolème II, qui naît donc en 335. Alors très rapidement, Cléopâtre va se retrouver veuve puisque son mari, Alexandre Ier d'Épire, trouve la mort en 331 en Italie. Donc c'est Cléopâtre qui va assurer la régence puisque son fils est trop jeune, hein, il a 4 ans, donc il peut pas régner. Donc c'est elle, la reine, et qui va gouverner le royaume d'Épire. Alors après la mort de son frère, bien sûr, tout va changer pour elle. Et elle va devenir très convoitée par les Diadoques, au premier chef duquel Perdiccas. Il veut l'épouser pour justement asseoir son autorité et s'inscrire comme le réel successeur d'Alexandre le Grand. Mais il n'aura pas le temps puisqu'il a été assassiné en Égypte. Puisqu'on parle d'Égypte, eh bien elle était censée épouser Ptolémée, qui avait lui la satrapie d'Égypte. Alors lui, il voulait se marier avec elle, pas spécialement pour obtenir une domination ou s'inscrire dans les pas d'Alexandre le Grand, mais plutôt pour empêcher un autre de l'épouser. Alors quelle est la part de vrai dans la démarche de Ptolémée? On n'en sait absolument rien, mais bon, je trouve un peu le truc un peu gros quand même. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit tant courtisée, que ce soit par Perdiccas ou Ptolémée, où elle avait même été promise aussi à Léonatos, mais ça s'était pas fait parce qu'il a été tué pendant la guerre lamiaque. Eh bien tout ceci inquiète un autre diadoque, Antigone, qui lui va pas s'embêter, il va même pas chercher à vouloir l'épouser, il la tue. À présent, nous allons nous intéresser à la dernière fille de Philippe II, Thessaloniké. Alors elle porte ce nom parce que son père avait conquis la Thessalie et donc Thessaloniké, c'est l'association de deux mots grecs, donc Thessalie, la région, et Niké, c'est la victoire. Et c'est même un mot qui a donné le nom à la ville de Nice. Donc Thessaloniké, elle non plus ne fait pas exception, elle est née, alors on n'a pas trop la date, on ne sait pas trop, entre 352, 345, on ne sait pas trop, mais en tout cas elle est née, comme ses demi-frères et demi-sœurs, pendant la période d'expansion et de consolidation du pouvoir par son père Philippe II.
Alors Thessaloniké, elle ne va pas avoir le même parcours que ses demi-frères et sœurs, ou en tout cas ses demi-sœurs, parce qu'elle ne va pas être promise à plusieurs. En fait, elle a épousé Cassandre, un des diadoques d'Alexandre le Grand. Et ils ont ensemble 3 enfants, 3 fils, Philippe, Alexandre et Antipater. Donc comme vous le savez, Cassandre meurt de mort naturelle. C'est tellement rare à cette époque que ça me paraît important de le souligner à nouveau. Alors Thessaloniké se retrouve à la tête du royaume avec 3 enfants. Philippe IV de Macédoine, donc le premier-né, va prendre son rôle de roi qui le vient de plein droit. Mais moins d'1 an après sa prise de pouvoir, il meurt à 18 ans de la même maladie que son père, un œdème. Les 2 autres fils de Thessaloniké ne sont pas en âge de gouverner, donc c'est elle qui assure la régence jusqu'à temps qu'il puisse gouverner. Et Thessaloniké a une préférence pour son deuxième-né, Alexandre V, au détriment d'Antipater, premier. Donc Thessaloniké, pour couper court aux rivalités qui naissent entre les 2 frères, va partager le royaume de Macédoine entre les 2. Mais Antipater n'est pas content. Il estime qu'il a moins que son frère, donc ce qu'il fait, il tue sa mère, Thessaloniké, pour avoir favorisé son autre frère. On voit bien que l'amour filial, c'est compliqué dans ces familles. Donc là, il n'y a plus d'entente possible entre les 2 frères, donc Alexandre va un peu s'affoler au regard du comportement de son frère Antipater, qui a buté leur mère quand même, et qui veut maintenant le royaume pour lui tout seul. Donc lui, ce qu'il va faire, il va appeler le roi d'Épire, Pyrrhus à ce moment-là, et Démétrios Poliorcète. Alors Pyrrhus est le premier à arriver, puisqu'il est tout à côté, et il va aider vraiment Alexandre à pouvoir se rétablir sur son trône. Et en échange de quoi, donc Pyrrhus obtient des provinces frontalières de son royaume. Et donc ensuite, après, quand Démétrios arrive à la rescousse d'Alexandre, il est déjà un peu trop tard. Et donc Alexandre V, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de vouloir se débarrasser de Démétrios. Mais Démétrios en entend parler. Et donc, qu'est-ce que fait Démétrios ? Il tue Alexandre V. Je suis sûr qu'après avoir écouté tout ça, vous en êtes à aimer vos familles. Maintenant qu'on a fait le tour des femmes de la famille d'Alexandre le Grand, on va s'intéresser maintenant à ses enfants. Le premier, Héraclès, qui est né en 327, d'une relation amoureuse entre Alexandre le Grand et Basrine, qui était une noble Perse. Donc à la mort d'Alexandre le Grand, Héraclès et sa mère Basrine ont été mis de côté par les principaux acteurs politiques de l'époque, donc les diadoques, parce qu'en fait ils considéraient que c'était un bâtard qui représentait rien ou pas grand chose, et elle non plus, et surtout pas une menace. Donc ils ont été un peu mis de côté, et ils ont vécu en exil pendant plusieurs années, histoire de ne pas devenir des pions entre les luttes incessantes entre les diadoques. Et en 309, Héraclès il ressort de l'obscurité par Polyperchon, donc un des anciens généraux d'Alexandre, donc qui cherchait à utiliser Héraclès comme figure de proue pour légitimer ses propres ambitions politiques contre Cassandre, l'un des diadoques les plus puissants à ce moment-là. Donc Polyperchon a proclamé Héraclès roi en Épire, espérant ainsi rallier à lui des partisans mécontents du règne de Cassandre. Mais les ambitions de Polyperchon ont rapidement échoué. Donc Cassandre, il va être soucieux de consolider son pouvoir, donc il faut donc éliminer Héraclès et sa mère. Donc il négocie avec Polyperchon et réussit à le persuader de trahir tout simplement Héraclès. Donc il empoisonne le gamin, et puis il tue sa mère et il la jette dans une fosse. On doit dire que les diadoques ont une façon assez expéditive de régler les conflits. Donc pour récapituler, Cassandre a éliminé Olympias, la mère d'Alexandre le Grand. Il a fait éliminer Héraclès et sa mère. C'est donc tout naturellement que Cassandre va exécuter Alexandre IV, le fils d'Alexandre le Grand, et Roxane, l'épouse d'Alexandre le Grand. Avec ce dernier meurtre, il n'y a plus de descendant direct d'Alexandre le Grand. Il en est fini de sa dynastie. Donc le champ est libre pour constituer les royaumes hellénistiques. C'est le sujet du prochain épisode.